Salut la compagnie. Allez, une vidéo. Ce sera pas une petite vidéo, je ne pense pas. J'avais dit que je parlerais un petit peu de nos origines. Ça va pas être une chose facile. D'autant que je vais me baser sur un ouvrage que je n'ai pas lu, qui a été rapporté par une vidéo de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est un petit peu, je vais pas dire hasardeux, puisque ça corrobore complètement mes propos depuis des années. Donc, bon, on va voir tout ça en détail. Donc, exit dans cette vidéo, tout ce qui touche au darwinisme, bien entendu. Exit tout ce qui touche à la Terre sphérique dans un espace énorme, gigantesque, vide avec quelques planètes, quelques étoiles. Existe plein de trucs en fait, vous allez voir. Donc tous ceux qui ne sont pas adeptes, qui ne sont pas assez ouverts d'esprit pour remettre les choses en condition, je vous conseille de commencer par le bac à sable avec les seaux et les pelles. Faut pas griller les étapes. Voilà, donc déjà, on va commencer par ma vision que j'ai révélée déjà dans plusieurs vidéos, ma vision de notre monde, comment il est, comment sa structure et tout, comment que c'est. Et de plus en plus de monde, du coup, partage mes propos qui datent maintenant de 3-4 ans, mais que j'avais déjà en tête depuis, pas loin de 15 ans. Bah oui, ma chaîne, je l'ai créée qu'en 2014. À savoir que, on appartient à un monde qu'on appelle la Terre, mais qui est plat. Pourquoi il est plat? Je ne suis pas en train de dire que notre planète est plate. Pourquoi ce monde est plat? C'est parce qu'il appartient à une gigantesque planète, avec d'autres mondes. Il n'y a pas que la Terre, il y a d'autres mondes sur cette gigantesque planète, qui fait que du coup la Terre, étant donné le gigantisme de cette planète, la courbure étant tellement impressionnante que la Terre finalement semble plate. D'accord? Voilà, ça c'est ma vision. Et non sphérique, plutôt de forme aplatie. Et donc voilà, tous ces mondes étant entourés de glace et recouverts d'un ou plusieurs dômes. Voilà. Bon, on va voir ça en images. J'ai photocopié des trucs que je vous ai déjà publiés sur Facebook. Voilà un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a une multitude de mondes, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, ou uniquement 7 mondes, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos? Je n'ai pas encore réussi à le déterminer. Ceci étant dit, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Juste une petite parenthèse avant de voir à quoi ça ressemble. Nous, les êtres humains, et un tas, je dirais des millions d'espèces animales, végétales, minérales, des milliards peut-être même, vivons sur ce monde en 3D, d'accord? Sur cette version de la Terre en 3D. Et pour le coup, sur cette version de cette planète en 3D. Ce qui veut dire qu'il y a
des univers parallèles, un multivers, avec d'autres versions de cette planète, et donc pour le coup d'autres versions de la Terre, et des mondes qui nous avoisinent. Ceci étant dit, nous vivons sur ce monde 3D qui dit que, au-delà de l'Antarctique, il n'y a pas un autre monde, peut-être en 3D, peut-être en 4D, peut-être en 5D, on ne sait pas. Et puis un autre encore au-delà, et un autre, et un autre, et un autre, etc. Mais que entre ces mondes, il existe une autre dimension, une dimension réservée finalement aux entités interdimensionnelles, qui ne peuvent pas appartenir à notre histoire, qui ne peuvent pas appartenir à cette histoire, l'histoire de la Terre, car ils ne peuvent pas, pour X raisons, y venir. Par exemple, ils ne peuvent pas s'incorporer, ils ne peuvent pas se matérialiser, ou parce que notre atmosphère n'est pas idéale pour eux, voilà, il y a plein de raisons possibles. Un petit peu comme si que vous étiez finalement pas dans les petites vignettes d'une bande dessinée, mais que vous évoluiez dans la zone blanche qui est entre les vignettes. Vous voyez un petit peu? Alors on peut voir ça en image du coup. J'ai pris une BD, hein, bah oui évidemment, et pas n'importe lequel, hein. Le Tour de Gaulle d'Astérix. Bon, allez, j'ouvre, je sais pas moi, genre en plein milieu. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites vignettes avec une histoire qui est racontée, ouais, par exemple. Et puis bah là, tu vois, là, c'est l'histoire de la Terre, on va dire. Hein, ici, là, c'est l'histoire de la Terre à cet endroit-là. Là, ça va être l'histoire de, je sais pas moi, de Mars, de Vénus ou d'autres mondes hein, qu'il y a. Et puis là, vous voyez, finalement, toutes ces petites zones blanches là, finalement, ce serait ça le mur de glace qu'il y a entre chaque monde. Hein, voilà. Et ce serait dans cette zone un peu bâtarde qu'évolueraient les entités interdimensionnelles qui nous emmerdent, soit parce qu'elles ne peuvent pas se réincarner, soit parce qu'elles ne le veulent pas, soit parce qu'elles ont d'autres projets, soit parce qu'elles ne peuvent pas évoluer dans une dimension divine, etc. Enfin, il y a plein de raisons possibles. Donc voilà, vous voyez, c'est imagé, hein, c'est le cas de le dire, c'est imagé, mais voilà, genre un monde, un autre, hop, et puis entre là, voilà, et des gens, des trucs, des choses, des bidules, des machins qui ne veulent pas ou ne peuvent pas intégrer telle ou telle histoire. Et donc j'en viens finalement à ma fameuse vision que je partage depuis des années maintenant de notre monde. Un monde gigantesque, enfin une planète gigantesque, pardon. Vous voyez, j'ai fait exprès d'aplatir l'aspect sphérique de cette planète, parce que moi je ne la vois pas ronde. Pourquoi toutes les planètes seraient rondes? Il n'y a aucune raison. Quelle est la probabilité pour que toutes les planètes de notre univers soient rondes, hein? Enfin sphériques, je veux dire. Elle est infime pour ceux qui ont déjà fait des probabilités. Et puis donc dans cette sphère, toute une multitude de mondes, vous voyez. Hein, le nôtre, il est là. Enfin, il ressemblerait un petit peu à ça. Et puis d'autres mondes. Là, il y a beaucoup d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Là, il y en a un petit peu. Là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Vous voyez. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une planète gigantesque qu'on pourrait appeler par exemple la Voie lactée. Pourquoi on n'aurait pas le droit de l'appeler Voie lactée, cette planète? Ou alors Gaïa, allez. Pour les adeptes de Gaïa, appelons-la Gaïa. Moi, j'ai envie de l'appeler la Voie lactée avec plein de mondes. Là, il y a plein de mondes. Et puis, à côté, il y a une autre galaxie, là. Enfin, une autre planète, pardon, excusez-moi. Voilà. Et puis, il y en aura peut-être une autre là, puis une autre là. Ouais, ça va à l'infini, finalement. D'accord? Ça va à l'infini. Ça ne s'arrête pas, ça ne commence pas, ça ne s'arrête pas. Hein. D'où le symbole dans certaines loges maçonnes, le symbole de l'infini. D'accord? Un cycle qui finalement ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Disons que c'est un cycle. Un coup ça va être négatif, un coup ça va être positif, un coup négatif, un coup positif. Vous voyez? Bon. Voilà. Alors si on regarde un peu plus près ma vision de ce qui nous entoure,
vous voyez hein, on a fait un petit zoom. Bah oui, on va dire que c'est notre monde. Hein. Bon, ça ressemble pas trop à notre monde, mais il faut pas oublier que à l'intérieur de ce monde-là, qui est donc, vous voyez, entouré de glace, il est entouré de glace, là, vous voyez, hein, le mur de glace, que j'ai envie d'appeler l'Antarctique. Bah oui. Il faut pas oublier que c'est pas sous forme plane comme on nous le montre dans les planisphères, d'accord? C'est pas plane. Il n'y a pas genre l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Eurasie, l'Australie. Non, tout est, comment dire, arrondi avec le pôle Nord que vous voyez là, donc l'Arctique que vous voyez là au milieu. Donc là, il n'y a pas de problème, ok? Mais que vous soyez en Afrique ou en Amérique, donc on va dire du Sud par exemple, ou en Australie, ou même dans le nord de l'Europe, à un moment donné, vous allez croiser Amérique du Nord, Amérique du Sud, à un moment donné, vous allez croiser Afrique, Australie, de la glace, d'accord? Parce que l'Antarctique est tout autour. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Alors vous voyez qu'il y a ce fameux monde interdimensionnel dont je vous parle. Je vous parlais tout à l'heure avec la BD, avec la bande dessinée, hein, du monde interdimensionnel où évoluent des créatures interdimensionnelles qui ne peuvent pas se matérialiser ici, en tout cas. Ici. Rien ne dit qu'elles ne peuvent pas se matérialiser là. Ou là. Ou là. Ou dans un autre. Hein. Mais ici, elles ne peuvent pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. En tout cas... Nous, on ne les voit pas, ce n'est pas visible, parce qu'elles n'évoluent pas dans la même fréquence, dans la même dimension. Je vous montre la grosse bête blanche, parce que depuis tout à l'heure, il fait des pieds et des mains pour apparaître sur la vidéo. Un Mozart, c'est vrai. Mozart. Ah oui, il fait des pieds et des mains depuis tout à l'heure pour être sur la vidéo. Donc maintenant qu'il a montré qu'il était là, on va peut-être pouvoir continuer la vidéo tranquille. Encore un petit coucou? Oui, hein, voilà, bon, c'est fait. Tom, il est au coin du feu à la maison. Hein. Bon. Bon, voilà, vous avez un petit peu compris le truc. Et puis alors, du coup, qui nous dit que ça, c'est pas Jupiter? Si ça, c'est la Terre. Mais pourquoi ça serait pas Jupiter? Et puis ça, Mars. Et puis ça, Neptune. Vous voyez, Mercure. On ne sait pas. Et puis chacun de ces mondes a son propre soleil, sa propre lune, ou ses soleils, qu'elle soit lune blanche ou lune noire, ou soleil jaune, ou enfin blanc, ou soleil noir, parce qu'il y a un équilibre entre les deux forces dans chaque monde. Chaque monde donc a son cheptel de lune et de soleil sous un ou plusieurs dômes. Oui. On va se pencher un petit peu sur ma vision de la Terre. Comment que c'est, hein, comment que c'est-il? Parce que si ça se trouve, il n'y a pas que ça, les continents connus, à l'intérieur de notre, je dirais, cellule, à l'intérieur de notre monde. Ça se trouve, il n'y a pas que ces continents-là, il y en a peut-être d'autres. Je vous avais partagé également cette photo-là un jour. Ah, et j'invente rien, je l'ai trouvé sur internet. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pensent exactement comme moi. Et puis, mes révélations faisant un petit peu leur chemin, et puis les révélations de ces personnes-là faisant aussi un petit peu leur chemin, il y a de plus en plus de monde qui commence à effectivement penser à ça. Imaginez que dans ce monde-là, il y ait 7 mondes. Pourquoi il n'y aurait pas 7 mondes, hein? Dans ce monde-là, pourquoi? Enfin, 7 principaux continents, vous voyez ce que je veux dire? 7 mondes, oui. Dans ce monde-là, 7 zones bien distinctes, hein, qu'on pourrait partager comme ceci. Vous voyez, on retrouve donc notre cercle antarctique qui est là, d'accord? Mais et qui dit que là, il n'y a pas un autre cercle autour, vous voyez, qui est matérialisé ici, avec bien sûr des passages vers les autres mondes.
Voilà, et voilà, donc ça, nous, c'est ce qu'on appellerait la Terre du milieu, hein, ce que je vous ai déjà appelé dans certaines vidéos, la Terre du milieu. Et puis, bah, une autre Terre là, hein, tout ça, c'est la Terre, hein, d'accord? Une autre Terre ici, puis une autre là, puis une autre là, vous voyez? 6 terres qui nous entourent, et nous, on est la Terre du milieu. On a notre soleil, on a notre lune noire. Oh, tiens, celui qui a fait cette représentation-là a oublié un petit peu le soleil noir. Et puis vous voyez que dans les autres mondes, c'est pareil. Il y a d'autres soleils, d'autres lunes. Là, ça serait probablement le deuxième soleil que certains voient parfois au coucher ou au lever. Bon, sachant que il y a de fortes chances que tous ces astres-là soient artificiels, que ce soit lune ou soleil, lune noire ou soleil noir. Je vous montre les poules. Tiens, elles n'ont rien à faire ici, les cocottes. Elles n'ont pas le droit de venir dans cette zone-là, mais elles viennent quand même. Bah oui. Hein, pourquoi est-ce qu'elles ne viendraient pas manger là où l'herbe est verte? Bon. Voilà, vous voyez un petit peu? Bon, on va enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je passe donc à... Mes feuilles s'envolent, ça c'est un peu ballot. Je passe donc à la suite, voilà, donc la représentation avec les dômes. Ah, je suis obligé de, excusez-moi, hein, je suis obligé de composer un petit peu avec le vent. Voilà, donc la vision de notre planète gigantissime avec le dôme par-dessus. Voici ce que ça donne. Vous voyez? Ah, voilà, des dômes. Hein. On n'a qu'à dire que ça, par exemple, c'est notre monde à nous. Hein, ou celui-là, allez, on va dire que c'est celui-là. Ben, vous voyez, il y a un dôme par-dessus. Alors, de quelle matière on ne sait pas trop. Hein. Certains vont appeler ça les... Comment les... Oh, j'ai bouffé le nom, donc on s'en fout, mais ça pourrait être du plasma, ça pourrait être des sphères de Dyson, ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Vous voyez? Et je pense que moi, il n'y a pas qu'un seul dôme au-dessus de chaque monde, il y a plusieurs dômes. Ouais. Je vais vous montrer ça sur la prochaine photo. Excusez-moi, je mets mes feuilles sous le livre pour pas qu'elle s'envole. Voilà, donc à place que ça pourrait donner. Vous voyez, notre monde, la Terre du milieu est là, entouré des 6 autres mondes. Toc, toc, toc. Alors, c'est une vision, moi j'ai pas cette vision-là, mais bon, vous voyez donc que chacun des mondes a son propre dôme, vous voyez, voilà, et son soleil, ou ses soleils, hein, c'est pas obligé qu'il n'y en ait qu'un seul, hein, sous chaque dôme, vous voyez. Il pourrait y en avoir 2, il pourrait y en avoir 3, il pourrait y avoir plusieurs lunes. Imaginez que là, ça soit la Jupiter, ça, là. Il y a combien de lunes à Jupiter? Il y en a au moins 21, 22. Ça se trouve, il y a 22, voilà, enfin, il y a une vingtaine de lunes à Jupiter, je ne sais plus combien il y en a. Voilà. Et bien, qu'est-ce qui empêche que, par-dessus ce dôme-là, il n'y en ait pas un autre un peu plus haut, voilà, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis que ça soit ça qu'on appelle les dimensions, finalement. Que ce soit ça qu'on appelle les dimensions. Voilà. Et puis qui empêche aussi, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que notre monde gigantesque, je vais essayer de revenir sur la première, alors, pas facile, parce qu'il faut que je tienne le téléphone d'un côté, donc voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qui empêche que là, ici, ça soit de l'eau? Et si c'était de l'eau, un genre de un plasma liquide, hein, par exemple de l'eau. Vous voyez, le plasma, par exemple, pour les poissons, ben, c'est de l'eau. Ils arrivent à respirer dans l'eau. Qui dit que nous, c'est pas le même type de plasma, mais un peu plus évolué, qu'on appelle l'air, finalement, qui soit une composante de l'eau, et qui nous prouve que là, autour de chaque planète gigantesque, il n'y a pas de l'eau ici. Vous voyez? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Bon. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez donc ma vision de ce qui nous entoure et dont j'ai parlé déjà depuis des vidéos et des vidéos, des années. Alors je vous disais, vous voyez donc de l'eau là, hein. Je vous disais qu'on n'est pas obligé non plus que les 7 mondes
Ouais, ce que je disais au début de vidéo, c'est qu'on n'est pas obligé qu'il y ait toute cette multitude de mondes. Il peut y en avoir que 7. Il peut y avoir que 7 mondes. De même que au niveau de notre monde, là, hein, il peut y avoir également 7 sous-parties. Hein, d'accord? Mais on n'est pas obligé de les avoir à plat. Vous voyez? Les mondes, là, s'il n'y avait que 7 mondes sur cette planète, on n'est pas obligé de les avoir à plat. On pourrait avoir un genre de truc... je vais essayer de le dessiner grossièrement. Faut que je trouve une feuille vierge. Voilà. Il peut y avoir genre un truc... Alors, ouais, donc je fais la planète gigantesque. Je la fais un peu ovale, c'est fait exprès. D'accord? Nous, on serait à l'intérieur de la sphère, mais vraiment à l'intérieur, hein, vous voyez, hein, je fais ça un petit peu pour qu'on se rende compte que c'est bien une sphère. Je fais un petit peu... Voilà, et nous, il serait à l'intérieur, d'accord? Et à la surface, il y aurait, genre, par exemple, dans l'hémisphère nord, un autre monde. Vous voyez, ça, c'est le nôtre, hein, à l'intérieur de la planète, hein, d'accord? C'est le nôtre, ça, là. Et il y aurait donc un monde ici, un autre, je sais pas moi, genre là, et puis un autre là, par exemple. Donc ça, c'est sur la face du dessus. Mais si maintenant on retourne on va vers l'hémisphère sud de la planète, eh ben il y aurait, par exemple, on va essayer de voir en transparence. Donc il y a toujours notre monde qui est à l'intérieur de cette planète, d'accord? Et bien il y aurait par exemple un quatrième monde là. Attendez, je me trompe pas. Voilà. Un quatrième monde là. Un cinquième ici. Voilà. Et puis un sixième ici. Ce qui fait que si on le remettait dans l'aspect sphérique de la chose, voilà, on aurait quelque chose genre toc, 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 et puis derrière, toc, toc, et puis un qu'on ne voit pas en transparence. Et donc ça nous ferait un truc, vous voyez, donc un là, 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 et donc derrière, là, là, et puis un qu'on ne voit pas qui est derrière, et ça ferait donc un genre de truc, vous voyez, un genre de truc qui ferait ça. Enfin, vous avez compris où je veux, vous avez compris où je veux en venir. Bref, un espèce de... Putain, j'ai du mal des fois. Un espèce de... un espèce de... Voilà, pentagramme avec donc à l'intérieur de la planète notre monde et puis un autre monde. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Donc, on va dire que par exemple ici, c'est l'hémisphère nord et ici, c'est en dessous l'hémisphère sud. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, bref, allez, on en a terminé avec ma vision de ce monde. Donc on n'est pas obligé d'avoir une multitude de mondes. Ça se trouve, il n'y en a que 7 sur cette planète. Les 7 planètes du système solaire. Pourquoi pas. Bon, moi je pense... Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein, je pense que on est plutôt dans cette configuration là. Voilà. Très bien, donc ça c'est notre monde. Puis alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de notre monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, il y a du vent, excusez-moi. C'est pas très agréable ni pour vous ni pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup au cours des temps ici? Il faut savoir que ce qui s'est passé chez nous, c'est déjà produit dans les autres mondes à côté. D'accord? Donc admettons que notre monde, la Terre, elle s'appelle comme ça actuellement, la Terre. Mais elle a déjà eu d'autres noms. Hein. Elle s'est appelée l'Atlantide, elle s'est appelée la Lémurie, elle s'est appelée l'Hyperborée. Et puis autre chose encore avant dont on n'a pas le nom.
en tout cas dans les écrits. Il faut savoir que tout ce qui s'est passé, on va dire qu'il y a 350 millions d'années, depuis 350 millions d'années, voire 500 millions d'années sur ce monde, s'est produit auparavant ici. Par exemple, là, vous voyez, où il n'y a plus d'eau, là il n'y a plus d'eau. Ça veut dire que, à un moment donné, l'eau a disparu. Ces mondes-là seraient, pourquoi pas, plus vieux que celui-là. Celui-ci pourrait être plus jeune que le nôtre, pourquoi pas, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Celui-ci, là, par exemple, il peut être encore plus jeune que le nôtre, vous voyez, parce que y a moins de terre déjà. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le nôtre? On va juste s'occuper du nôtre, on s'en fout finalement des autres planètes, enfin des autres mondes à côté, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on en vient au sujet d'aujourd'hui, nos origines. Dans les écrits théosophiques, vous chercherez la théosophie, je vais faire un bref, je vais faire une lecture quand même, parce que, vous voyez, dans la vidéo, alors, une vidéo qui a été faite il y a un an et demi sur Nurea TV. Bon, c'est pas un média que j'accroche trop parce qu'il y a beaucoup de conneries de dites, mais certaines choses sont vraies, je les appuie. Il y a eu une vidéo qui a été faite avec l'intervention de Demian, pour ceux qui connaissent Demian. Vous m'excuserez, j'ai mal de tête. Une intervention qui a été faite sur Nurea TV par Demian. La vidéo s'intitule Les 7 races antédiluviennes, antédiluvienne qui veut dire avant le déluge. Bon, moi je n'aime pas trop le titre de cette vidéo parce que ça voudrait dire que elles ont toutes été, si on suit le titre de cette vidéo, 7 races antédiluviennes, ça veut dire qu'elles ont toutes été avant le déluge, ou avant un déluge. D'accord? Il y a eu plusieurs déluges, plusieurs civilisations, donc plusieurs déluges. Sauf que parmi ces 7 races, qu'ils nomment races, moi j'ai pas envie d'appeler ça des races, j'ai envie d'appeler ça des civilisations, il y en a qui ne sont pas encore apparues, qui vont être après nous. D'accord? Et puis il ne s'accroche pas assez à la spiritualité et à notre aspect divin, humain divin, d'accord. Pareil, il reste trop ancré sur le monde, sur un monde sphérique, la Terre sphérique, qui appartient à un système solaire, qui appartient à une galaxie, qui appartient à l'univers, qui appartient à l'espace, etc. Bon, vous voyez un petit peu ma vision des choses à moi. C'est pas forcément la vérité, celle de Demian non plus. On a tous une part de vérité, je l'ai déjà dit. Ceci étant dit, moi mon but dans cette vidéo, ce n'est pas de vous imposer quoi que ce soit. C'est de vous permettre de penser autrement que la pensée unique qu'on vous impose depuis votre tendre enfance, voire même vos anciennes incarnations, donc depuis des millénaires. Par une caste qui veut absolument s'approprier notre monde avec l'aide d'entités interdimensionnelles qui veulent nous asservir et qui sont bien partis pour le faire. Donc voilà, nous arrivons à notre gigantesque origine. C'est le cas de le dire. Ah oui, on était gigantesque auparavant. Je vous montre un petit peu mon travail et que Demian dont Demian a parlé dans son intervention sur Nurea TV. Je vais d'abord faire un résumé un petit peu je vais faire une lecture, vous m'excuserez, c'est une lecture, c'est des informations que j'ai prises sur le net. Oui, certaines infos sont bonnes quand même sur le net, d'accord. Sur la théosophie, qu'est-ce que la théosophie? Donc attention, certains vont apparenter ça à la franc-maçonnerie. Il y a des liens, mais vraiment très très éloignés. Il ne faut pas confondre donc la doctrine ésotérique, la doctrine théosophique avec les doctrines sectaires, sataniques de la franc-maçonnerie. Il y a des liens, des personnages vont de l'un à l'autre. Ceci étant dit, tout n'est pas mauvais, de même que tout n'est pas bon, c'est un équilibre, je l'ai toujours dit, dans la franc-maçonnerie et dans les autres
Courant d'études, courant d'intelligence, et tout est en train de s'envoler encore une fois. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que c'est que la théosophie, qui l'a créée. C'est une femme qui s'appelle Elena Blavatsky qui a créé. Vous regarderez la vidéo de Demian en parallèle. Hein. C'est une vidéo qui dure 4 heures, il faut pouvoir se la farcir. Alors, à l'intro, il y a une demi-heure de blabla, hein, de remerciements, de machin, de pub, de... Bon. Donc, elle dure 3h30, on va dire, la vidéo. Par contre, il ne parle pas assez de qui est Elena Blavatsky pour qu'on puisse quand même avoir une base crédible, pour qu'on puisse quand même croire en cette femme. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui nous permet de croire que cette femme a raison? Et d'où est-ce qu'elle chope ses infos? Où est-ce qu'elle a chopé ses infos? Bah oui, donc dans la vidéo de Nurea TV avec Demian, c'est pas précise, c'est pas précis, et du coup on apprend quelqu'un qui vient un petit peu de l'extérieur, qui vient un petit peu avec une vue externe de tout ça, de tout ce que nous racontons sur les réseaux sociaux, n'a pas envie d'y croire à nos théories. Donc la théosophie, c'est une doctrine ésotérique du divin et non des faux dieux, d'accord? On va voir un peu plus tard les faux dieux, on va y revenir. Donc une doctrine ésotérique du divin, fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure. Tiens, c'est exactement ce dont je vous parle depuis des lustres et des lustres, d'accord? Donc le divin est en nous. L'illumination intérieure, les vrais illuminatis, c'est nous. Les vrais illuminés, c'est nous, d'accord? On a finalement le réveil des consciences, le réveil de la connaissance qui est à l'intérieur de nous. Alors Elena Blavatsky, c'est une des fondatrices... J'ai du mal. C'est une des fondatrices de la Société théosophique. Elle est née en 1831, elle est décédée en 1891, à l'âge de 60 ans donc. La théosophie est basée sur un concept antique selon lequel toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité beaucoup plus universelle. C'est-à-dire que chaque religion finalement, chaque croyance, chaque philosophie appartiennent à un tout. C'est exactement ce que je vous jette dans mes vidéos depuis des lustres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités qui, finalement, créent la vérité, la vraie. Voilà. Elle n'est pas encore complète, puisqu'il y a beaucoup plus d'autres choses dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, dans d'autres réalités, dans d'autres mondes, etc. Mais en ce qui concerne, je le rappelle, notre monde, notre dimension, notre réalité, notre univers, la théosophie est basée sur un concept antique selon lequel toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. D'accord? Elle lira de nombreux... Alors, on parle d'Elena Blavatsky, hein, du coup, pour qu'on on attache un peu de crédit à ce qu'elle raconte, enfin à ce qu'elle racontait à l'époque. Elle lira de nombreux ouvrages francs-maçons et sciences occultes dès l'âge de 15 ans. Donc, elle s'y est mis très tôt. Hein, d'accord. Donc c'est quelqu'un finalement qui était bien ancré dans l'univers franc-maçon, dans la connaissance que eux ils ont et que nous n'avons pas, d'accord? Quelque chose qu'ils veulent garder secret que nous n'avons pas. Donc elle était ancrée là-dedans depuis l'âge de 15 ans, donc elle a lu tous ses ouvrages. Elle a également voyagé beaucoup, notamment à la rencontre de nombreuses religions, de croyances, en rencontrant des sorciers, des rebouteux, des chamans de Mongolie et d'Inde, des lamas du Caucase et du Tibet, des yogis, des spirites russes et égyptiens, des médiums, des sages, etc., des amérindiens, des mormons, des vaudouistes, des maîtres de la grande fraternité blanche, des des bouddhistes, des mahatmas. Elle ira à Constantinople, à Londres, au Québec, aux États-Unis, à Singapour, New York, Calcutta, au Tibet, à Java, dans les montagnes rocheuses, au Cachemire, au Japon, en France, en Allemagne, au Caucase, dans les Balkans, en Grèce, en Égypte, en Syrie, en Italie, à Florence, en Serbie, à Chypre, Jérusalem, Odessa, Paris. Voilà, elle a des aptitudes d'assimilation à l'époque qui sont incroyables, assimilation de connaissances dans tous les domaines, notamment elle a été pianiste autodidacte, en menant même des orchestres avec une facilité incroyable, hein, donc elle a des capacités impressionnantes cette femme.
Également, elle parlait plusieurs langues, avec une facilité incroyable, hein. Elle pouvait parler le tibétain, elle pouvait parler le russe, elle pouvait parler l'anglais, l'allemand, le français, sans aucune complication. Elle a fait beaucoup de poésie et puis également de la littérature. Elle a écrit beaucoup de romans, beaucoup de romans. Non, c'est pas des romans. Elle a écrit beaucoup de mémoires, beaucoup de textes de ses voyages, de ses entrevues, etc. Elle fonde la Société théosophique avec Henry Steele Olcott et William Quan Judge. Et puis, c'est les trois objectifs principaux qu'elle a absolument voulu transmettre, voulu officier dans la société théosophique. Les trois objectifs principaux, c'était de former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité, un noyau qui finalement regroupe toute l'humanité, hein, toute religion confondue, toute philosophie confondue, sans distinction de race, de credo, de sexe, de caste ou de couleur. D'accord. Elle voulait également encourager, donc deuxième point, l'étude comparée des religions et des philosophies. L'étude comparée, hein, maintenant c'est interdit. Hein, d'accord. Je veux dire, si vous êtes chrétien, vous n'avez pas votre mot à dire concernant l'islam, vous n'avez pas votre mot à dire concernant le judaïsme, le sionisme, etc. Sauf que elle, son credo c'était ça, donc d'étudier, d'encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Vous voyez même que de nos jours, dans les sciences, c'est porte fermée. Hein. On ne peut pas avoir accès à la connaissance de certaines choses. Et le troisième point, c'était étudier les lois inexpliquées de la nature et des pouvoirs latents chez l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir latent ? Ce sont nos capacités qui nous ont été bridées à la naissance. Et bridées au cours, on va voir, au cours des civilisations humaines différentes qui se sont succédées, afin que nous ne puissions pas nous rebeller contre nos créateurs, entre guillemets, que nous ne puissions pas nous rebeller contre les entités qui veulent nous asservir. Donc voilà, les pouvoirs latents chez l'homme, c'est par exemple la télépathie, la télékinésie, l'invisibilité, la médiumnité, tout un tas de trucs qui sont en nous, mais qu'on a bridés. D'accord ? Alors, bien qu'un haut gradé de la franc-maçonnerie lui a remis une attestation d'appartenance au rite d'adoption, on parle toujours d'Elena Blavatsky, hein, bien qu'un haut gradé de la franc-maçonnerie lui a remis une attestation d'appartenance au rite d'adoption d'une certaine loge, elle affirme n'avoir jamais appartenu à une obédience maçonnique régulière. Ça ne veut pas dire irrégulière. D'accord ? Vous m'excuserez, je ferme mon suite là parce qu'il commence à faire... il fait froid. Hein. En 1882, elle s'installe à Adyar en Inde, centre mondial de la société théosophique. Et oui, c'est là qu'a été vraiment le point central de cette fameuse société théosophique. Et un foyer visant à promouvoir l'enseignement indien traditionnel, voire l'indépendance de l'Inde, notamment par l'engagement d'Annie Besant, qui sera son bras droit à la fin de sa vie. Annie Besant, donc finalement, qui lui succédera à la Société théosophique. En 1881, Alan Octavian Hume systématise le septénaire, c'est-à-dire la théorie des corps subtils, selon Elena Blavatsky. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le septénaire ? C'est par exemple, c'est corps physique, corps vital, corps astral, corps de désir, etc. On appelle ça des manas, les manas inférieurs, manas supérieurs, etc. Donc corps mental. Donc, finalement, en quelque sorte, ce sont les chakras. Hein. Mais tout ça, vous en avez déjà entendu parler, corps mental, corps astral, les chakras. Donc cet homme-là, c'est lui qui va, Alan Octavian Hume, il va systématiser ça. D'accord ? Ça va être le point central, un des points centraux, on va dire, de la théosophie. Donc l'esprit, le corps physique, le corps vital, le corps astral, le double astral aussi, l'ego,
l'esprit supérieur et absolu. Donc tout ça, ce sont finalement, si vous voulez aller par là, vos différents niveaux, vos différents niveaux successifs d'éveil de votre conscience au cours des âges, au cours des différentes incarnations. Voilà. Annie Besant, donc, qui succédera à Elena Blavatsky à la tête de la Société théosophique. Il y a également Arthur Edward Powell. Alors lui, Arthur Edward Powell, c'est un écrivain qui est venu beaucoup plus tard. Donc il est né en 1982, donc vous voyez. Elena Blavatsky est décédée en 1891. Lui, il est né en 1882 et il est mort en 1969. C'est un écrivain qui a relayé donc tous ces travaux-là. Et il faut savoir que Elena Blavatsky a déjà fait ses propres écrits, d'accord, hein, a déjà écrit ses propres textes concernant donc toutes ses études qu'elle a, et ses interviews, ses voyages, d'accord, donc toutes les informations qu'elle a pu relever à travers notre monde pour savoir un petit peu quelles sont nos origines, en quelque sorte, d'accord. Et donc ce sont des témoignages, des trucs finalement qu'on ne peut pas contrôler, des trucs... Vous voyez, vous allez par exemple dans une petite bourgade du fin fond du Népal, nos chères élites sataniques qui nous manipulent, nous contrôlent mentalement et tout, ne peuvent pas finalement tout contrôler. Et donc elle a été dans des coins reculés, relever différentes visions, différents textes, différents écrits, différents interviews de religions, de philosophies différentes. Et donc lui, Arthur Edward Powell, c'est un écrivain qui a remis tout ça au goût du jour. Il a édulcoré parce qu'il y a tellement de choses que c'est impossible de tout mettre dans un seul ouvrage. C'est pour ça qu'elle en a écrit plusieurs. Mais lui, il a synthétisé finalement les choses les plus importantes. Il a écrit plusieurs ouvrages relayant certaines infos de ces deux personnes. Je veux dire Elena Blavatsky et Annie Besant. Il a écrit plusieurs ouvrages, donc, notamment sur la chaîne d'évolution humaine, d'accord, faisant partie intégrante d'un plus gros ouvrage donc, qui appartenait à Elena Blavatsky. Comme je vous ai dit, il a synthétisé. Et cet ouvrage d'Elena Blavatsky s'appelait La doctrine secrète. Vous pourrez faire vos recherches sur Internet, La doctrine secrète. D'accord ? Secrète parce qu'évidemment, des choses qui ne peuvent pas être révélées à l'humanité. Que les Illuminati connaissent, les francs-maçons connaissent. Voyez, donc beaucoup d'entre vous se sont toujours posé les questions, mais qu'est-ce que eux ils savent et que nous ne pouvons pas savoir, hein, pourquoi ils sont Illuminati, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de nos origines, de notre réalité, puis que nous ne l'avons pas. Bon, et ben Elena Blavatsky a mis ça noir sur blanc dans cet ouvrage qu'on appelle La doctrine secrète. Voilà. C'est issu des écrits de QT. Les écrits de QT, ce sont... Alors, il en a parlé, Demian, dans sa vidéo sur Nurea TV. Si on devait les lire, on passerait plusieurs vies à les lire. Hein, d'accord ? Ce sont des écrits impressionnants. Tu peux pas, c'est pas possible de tout lire. Donc les écrits de QT se sont transformés en stances de Dhyan. Il en parle également, Demian, les stances de Dhyan. Donc c'est pareil, hein, ce sont des écrits édulcorés par rapport aux écrits de QT. Ensuite, il y a eu donc cette fameuse doctrine secrète de Elena Blavatsky qui a également édulcoré les stances de Dhyan. Annie Besant a édulcoré la doctrine secrète d'Elena Blavatsky et notre cher Arthur Edward Powell a édulcoré les écrits d'Annie Besant. Et nous y voilà. Quelles sont nos origines ? Quelles sont nos origines ? Donc voilà, cette petite intro, vous voyez, c'est pas n'importe qui cette femme. Hein, c'est pas n'importe qui. N'importe lequel d'entre nous, aimerait faire autant de voyages qu'elle, rencontrer autant de gens qu'elle, pour finalement nous élever spirituellement, intellectuellement, scientifiquement, enfin voilà, vous voyez, avoir une connaissance aussi approfondie qu'elle, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare.
Voilà comment est écrit dans le livre de Arthur Edward Powell. Voilà comment est relayé un petit peu, comment sont relayées un petit peu les choses dans un schéma. Je vais essayer de, j'ai écrit, enfin j'ai pris des notes, j'ai écrit, j'ai fait mes schémas il y a déjà plusieurs semaines, je dirais même peut-être 2-3 mois. Et donc du coup, il va falloir que je me relise. Donc voilà comment ça se présente dans son bouquin à lui, là, notre cher Arthur Edward Powell, qui est une version édulcorée d'Annie Besant, qui était déjà une version édulcorée de la doctrine secrète de Elena Blavatsky. Voilà, j'ai voulu faire un schéma, d'accord. C'est écrit tel quel. Nous avons le divin, d'accord. Nous avons le divin. C'est pour les êtres humains. Le divin pour les êtres humains, d'accord. Pour nous, hein. Dans le bouquin tel que c'est écrit, et également dans la doctrine secrète d'Elena Blavatsky, ils appellent ça un logo. Bon, un logo. Donc ça c'est nous ça, ok, ça c'est nous. Mais il faut bien vous dire, et là c'est moi qui rajoute, je vais rajouter certains éléments par rapport aux propos de Demian. Il faut bien se dire qu'il y a également un logo, un divin pour les animaux, pour les végétaux, etc. Les minéraux. Hein. Il y a d'autres divins également, parce que il y a d'autres entités. Il n'y a pas que des humains, et il y a d'autres entités qui existent. Non humaines, non animales, non végétales. Bon. Donc de ce divin découle toute une ramification, vous voyez bien, ce que moi j'appelle le soi intégral, ce que Demian appelle dans sa vidéo le Manu Shen, le Manu de Shen, c'est-à-dire finalement le chef des dieux, si vous préférez Zeus, pour ceux qui n'ont toujours pas compris l'imposture des religions, des faux dieux. Donc le Manu de Shen, donc moi j'appelle ça plutôt dans mes vidéos, et vous, si vous vous en rappelez, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, le soi intégral. D'accord. Donc voilà. Pour nous les êtres humains, après il y a un soi intégral ici, et il y a un soi intégral ici, et puis on peut, il y a certainement d'autres trucs encore, hein, à l'infini, et tous ces sois intégraux se rejoignent en un divin, vous voyez, qui est encore beaucoup plus haut, vous voyez, hein, ici, beaucoup plus haut, on pourrait voilà. C'est une ramification à l'infini, de même que tout à l'heure je disais pour les mondes, les planètes et tout ça, c'est à l'infini. Donc nous avons notre soi intégral, ou ce que Demian appelle, c'est pas lui qui l'appelle, c'est Elena Blavatsky, hein, dans son ouvrage, le Manu de Shen. Et il y a un Manu pour 7 civilisations. Vous voyez, il y a 7 civilisations. Enfin, 7 civilisations, pardon. Non. Ce que moi j'appelle dans mes vidéos des sois intermédiaires. Donc, ça pourrait être par exemple toutes les entités d'une galaxie, les entités d'une autre galaxie, d'une autre galaxie, d'une autre galaxie, d'une autre galaxie, vous voyez, tac, 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 à l'infini. Ok ? Ce que moi j'appelle le soi intermédiaire, ou le soi des sois finalement. Hein. Le soi des sois. Il ne déçoit pas, mais c'est le soi des sois quand même. Donc ce que dans le bouquin de Elena Blavatsky on appelle le Manu ronde. Ok. Et puis ben, nous avons notre soi local. Là ça vous concerne un peu plus déjà. Le soi local. Ce que les adeptes du New Age vont appeler par exemple le soleil. Ils disent que c'est le soleil qui est notre soi, notre Christ, d'accord. Non, bien sûr que non. Tout au plus, ce sont des entités comme Seth, Anubis, etc. qui se sont accaparés le titre. Mais bon, donc voilà. Vous voyez, donc là nous avons le soi des sois. Donc finalement, moi je situerais ça dans la dimension 12,
hein, si vous vous rappelez certaines de mes vidéos, dans la dimension 12, une fois qu'on aura complètement évolué, qu'on se sera tous regroupés finalement dans un soi global, et bien ici, nous arriverons en 12D, oui, hein, pas en 12T, mais en 12D. Bon, nous descendons encore et nous avons notre soi local, enfin voilà, le soi de chacune des 7 civilisations dont je vais parler. Ce que j'appelle parfois le Christ local dans certaines vidéos. Ce que Elena Blavatsky a appelé le Manu des 7 civilisations. Donc, hein, civilisation, par exemple, éthérique, qui a été la première. Alors, laissez-moi retrouver le document. Ça devient un foutoir, là, sur ma table. Ah. Voilà, bon, donc dans ce monde-là, d'accord, il y a eu 7 civilisations. Ce monde-là, je vous ai dit tout à l'heure, il a été créé il y a à peu près 500 millions d'années, d'accord, et se sont succédés jusqu'à présent 5 civilisations, d'accord, on est la 5e. Il y a eu la civilisation éthérique, la civilisation hyperboréenne, la civilisation lémurienne, la civilisation atlante, et nous sommes la civilisation terrienne ou arienne. On va revenir sur le terme après. Et il y en aura 2 autres après. Et oui, il y en a 7 en tout. Il y aura une autre civilisation après, et puis encore une après. Ça, c'est que pour ça, d'accord, hein? Donc voilà. Civilisation éthérique, civilisation hyperboréenne, civilisation lémurienne, civilisation atlante, arienne, etc. Donc, il y a un soi, finalement, global pour chaque civilisation. Un soi global, d'accord, pour chaque civilisation. Un soi global, c'est-à-dire un soi pour l'humanité, à chaque fois. Il y a un soi pour l'humanité. Et puis, dans cette humanité, il y a le soi de chaque être humain, finalement, notre soi. Voilà ce que je vous détaille dans certaines de mes vidéos. Votre soi, enfin vos moi supérieurs, forment, enfin toutes vos versions finalement, dans toutes les dimensions, toutes les réalités, forment ce qu'on appelle un soi global. C'est ça, c'est le soi de chaque être humain. Ok ? Donc voilà. Et bien entendu, tout ça, c'est uniquement pour ce monde. On est bien d'accord ? Uniquement pour ce monde. Ça n'a rien à voir avec ce monde, rien à voir avec ça, rien à voir avec ça, rien à voir avec ça. Il y a des divins dans chacun de ces mondes. Ou des faux dieux. Il faut savoir que le divin est en vous, l'énergie lumineuse est en vous, en chacun d'entre vous, d'accord, hein, votre soi, votre féminin sacré, voilà. Mais qu'il y a des entités qui nous ont créé, plus ou moins créés, hein, on existait, puisqu'on appartient à un tout, on existait, mais ils ont finalement intégré certains gènes, certains bagages biologiques, certains ADN, pour que nous apparaissions dans ce monde. Alors que, bon, ils avaient déjà fait le même boulot dans les mondes à côté, hein, ces faux dieux. Que moi j'ai envie d'appeler Anunnaki. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les appeler Anunnaki, c'est comme ça. Donc ils avaient déjà fait du boulot là. Donc vous voyez, il y a un zoo ici, il y a un zoo ici, il y a un zoo, il y a des zoos partout. Il y a des zoos partout. Il est con le mec. Oui. Dans le corps humain, il y a des zoos aussi. Donc voilà. Mais le vrai divin, finalement, il est en vous, c'est chacun d'entre vous. Nous sommes tous le divin, d'accord ? Il n'y a pas de faux... Les faux dieux, ceux qui se font passer pour des dieux, sont des imposteurs. Bon, nous y voilà. Les vrais dieux. Voilà, le divin, et non les faux dieux. Il y a une opposition entre les deux. Bien entendu. Ça, vous l'aurez compris depuis le temps que j'en parle. Je passe à la suite de mes propos. Alors,
je vais vous montrer le schéma que j'ai fait. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Je crois que c'est le plus beau, le plus gros schéma que j'ai fait jusque-là. Tellement il est impressionnant. Là, et là, et là, et là, c'est le moment pour vous de faire un arrêt sur image. Voir une photocopie, une photo d'écran, une capture d'écran. C'est le moment ou jamais. Sachant qu'il n'y a pas toutes les données là. Hein. D'accord. Je vais les détailler. Donc vous voyez, se sont succédés sur notre monde par l'intervention d'entités non humaines extérieures, donc les faux dieux, les manous, se sont succédés pour créer la vie sur notre monde, et ce qui avait déjà été le cas dans les autres mondes à côté. Cette civilisation, la civilisation éthérique ou astrale, d'accord, qui elle-même a eu 7 versions, d'accord. Cette civilisation éthérique a eu 7, je dirais, comment on appelle ça, mise à jour, hein, 7 améliorations, enfin 6 améliorations, puisque bon, la civilisation 1, C, ah oui, C ça veut dire civilisation, hein, d'accord. Donc la civilisation éthérique est apparue là, il y a, je dirais, environ 500 millions d'années à 200 millions d'années, hein, à peu près. Elle est apparue là, mais ça ne plaisait pas aux autres là-haut, donc il y a eu des améliorations. Et vous voyez que l'amélioration enfin la première amélioration, de cette amélioration découle finalement la civilisation hyperboréenne. Ça n'a pas empêché aux autres là-haut de faire évoluer des mises à jour de la civilisation astrale. Vous voyez que donc les civilisations 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la civilisation astrale ont vécu en même temps que la civilisation hyperboréenne, tout du moins jusque-là. On va détailler après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, de cette civilisation 2 éthérique, astrale, est apparue la civilisation hyperboréenne. Bon, ça n'a pas tellement plu. On a fait une première amélioration. D'accord, une deuxième civilisation hyperboréenne. Ça ne plaisait toujours pas. On a fait une troisième civilisation hyperboréenne. Et puis là, ça a plu celle-là. Et c'est de là que découle la civilisation lumérienne. D'accord, lémurienne. Lémurienne. Ça n'a pas empêché encore ceux qui sont nos faux dieux de faire évoluer la civilisation hyperboréenne, hein, jusqu'à la 7e. Et donc les civilisations 3, 4, 5, 6, 7 hyperboréennes ont vécu en même temps que les lémuriens, tout du moins jusque-là. On a créé les lémuriens à partir de la 3e civilisation hyperboréenne. Il y a eu une première civilisation lémurienne, une deuxième, parce que ça ne plaisait pas celle-là. La deuxième ne plaisait pas, on a fait une troisième. Et puis après, on a fait une troisième mise à jour, c'est devenu la 4e civilisation lémurienne. Et c'est de là qu'est découlée la civilisation atlante. D'accord ? Vous remarquerez 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? De cette quatrième civilisation lémurienne donc est découlée la civilisation atlante, de la 5e civilisation atlante, vous aurez compris, hein, je reviens pas sur... est découlée la civilisation qu'on appelle arienne, ou que moi j'appelle la Terre, d'accord, terrienne. Arienne, vous verrez donc, ça n'a rien à voir avec les Ariens de notre ami Adolphe, d'accord, ce ne sont pas les bons Ariens. Les bons ariens, ils sont là. Ah oui, c'est nous les bons ariens. Ah oui, c'est bien connu qu'on est tous des bons ariens. Bon, allez, la 6e civilisation terrienne, c'est nous, d'accord, c'est nous. La 6e extinction arrive. Nous sommes proches de la 6e extinction humaine terrienne, faut bien préciser, d'accord, qui donnera
une autre civilisation que, allez, j'ai envie d'appeler la civilisation Indigo. Elle n'est pas clairement dite, elle n'est pas clairement appelée dans la doctrine secrète d'Eliana Blavatsky. Moi j'ai envie de l'appeler comme ça. Demian en a fait la supposition dans sa vidéo et c'est vrai que c'est pas con du tout. Et puis du coup de la 7e, donc il y aura la 7e extinction de cette civilisation là, il y aura une nouvelle civilisation qui sera la dernière civilisation humaine sur ce monde, sur cette terre. D'accord. Moi j'ai envie de l'appeler la civilisation des étoiles ou éthérique, astrale, c'est-à-dire qu'on reviendra finalement là, ici. Et la boucle sera bouclée. Et du coup, la civilisation humaine de ce monde-là sera terminée. On viendra créer une nouvelle civilisation éthérique astrale dans un monde à côté. Vous voyez comme quoi que c'était important de revenir en début de cette vidéo sur ma vision de ce monde. Allez, on va détailler un petit peu tout ça, rapidos. Rapidos. Hein. J'ai pas envie de faire 4 heures de vidéo comme sur Nurea TV, c'est un peu lourd. Bon. Alors, nous y voilà. Donc, on commence par la civilisation éthérique. Civilisation éthérique, donc en fait, ils n'étaient pas vraiment ils n'étaient pas physiques. Vous avez peut-être vu déjà dans des ouvrages, dans des vidéos, dans des textes que les premiers humains de ce monde n'étaient pas denses. Ils n'avaient pas de densité, hein, d'accord. Tout ça là, ça n'existait pas, c'était immatériel, pardon, excusez-moi, immatériel, c'est-à-dire c'était de l'énergie. Hein. Donc les premiers humains de ce monde n'étaient pas physiques, ils étaient éthériques, voilà. Ils ne vivaient pas donc dans la 3D physique, mais dans les dimensions supérieures, d'accord, dans les dimensions supérieures. Ce sont des êtres élémentaux, c'était des êtres élémentaux. Ils existent encore, hein, puisque, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le passé, le présent et le futur, tout se confond, hein, d'accord. C'est une question de dimension, de plan d'existence. Ils existent toujours, mais pas dans notre échelle de temps, pas dans notre dimension 3D. Donc les élémentaux qui ont créé... donc les élémentaux, eau, terre, feu, air, et bien d'autres, plasma. On peut ajouter d'autres dimensions comme les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ça, il a bien fallu les créer aussi. Donc pourquoi ce ne serait pas un élément? Pourquoi la vie biologique ne serait pas un des éléments? Ouais, il y a le minéral, il y a le feu, il y a l'eau, pourquoi le vivant ne serait pas un élément? Il y a le plasma qu'on oublie et qui commence à apparaître un petit peu dans les discussions scientifiques. Le plasma, comme par exemple ce dôme, ces différents dômes. Moi je pense qu'il y en a plusieurs, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant je crois. Plusieurs dômes au-dessus de chaque monde. Hein, on peut revenir sur la vidéo précédente. La photo précédente, voilà. Hein, voilà. Les dômes, ils sont là les dômes. Et puis je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs, hein, une succession de dômes. Je vais essayer de faire un dessin rapidos. Donc on va dire que ça c'est notre monde. Je le fais hexagonal, mais c'est pas forcément hexagonal, hein, c'est juste que vous voyez, il y a par exemple on va prendre cette zone là de ce monde, cette zone là. Vous voyez qu'il y a une terre du milieu et puis qu'elle est entourée de 6 autres. D'accord? On peut prendre ce monde là, une terre du milieu et qui est influencée par les 6 autres qui sont autour. Celui-ci va être influencé par les 6 autres qui sont autour, etc. etc., etc. Bon. Un dôme, mais rien n'empêche finalement que... donc vous voyez, il y a un dôme, hein, voilà, un dôme. Il y a un dôme. Ok. Rien n'empêche qu'il n'y en ait pas un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Voilà. Et puis ça se trouve même en dessous, hein, pourquoi pas, un autre, et puis ce serait ça les dimensions, vous voyez, c'est-à-dire que ce monde-là existerait dans cette dimension-là, dans cette dimension-là,
dans cette dimension-là, dans celle-ci, etc., 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 etc. Ah. Bon. Alors, donc voilà, des élémentaux. Très grands. Très très grands. Je pense pas qu'on puisse donner même une taille. Ils peuvent être petits, ils peuvent être grands. En fait, ils peuvent modifier l'énergie. D'accord? Ils peuvent modifier l'énergie. Ils sont immenses, parce que quand même à l'échelle d'un monde, pour créer la vie, pour terraformer un monde, il faut quand même être puissant, hein. Déjà, pour former une pyramide, il faut déjà être puissant, énorme, il faut déjà être grand, hein. Très très grand. Alors pour terraformer un monde, vous imaginez bien. Donc voilà, ils étaient là pour terraformer ce monde en 3D, pour le rendre dense, pour le densifier. Donc création des végétaux, des minéraux, création des animaux, hein, en coopération avec d'autres créateurs, hein, bien sûr. Rien ne les empêchait de faire appel à des élémentaux des autres mondes à côté. Élimination des conditions néfastes en fait qui permettraient l'arrivée de l'homme 3D. Ça, hein, terraformer un monde, c'est éliminer toutes les conditions négatives, néfastes à l'arrivée d'une vie. Donc eux, c'était leur rôle à cette civilisation-là, c'était leur rôle. Donc par exemple, moi je pense qu'ils n'ont pas existé, mais par exemple on pourrait éliminer les dinosaures, parce que les dinosaures empêchaient l'arrivée de l'humain. D'accord? Moi je pense qu'on les a pas, ils n'ont pas... Je sais pas. Je sais pas. Ça, la question des dinosaures, c'est assez chaud quand même, mais je crois qu'ils n'ont pas existé. Tout du moins, pas dans notre monde. Et pas dans notre échelle de temps. Bon. Euh, voilà. Pour ce qui est de la civilisation éthérique, hein. Donc ce sont des entités... c'est le début des humains, mais est-ce qu'on peut appeler ça des entités humaines? J'en sais trop rien. Ils sont pas... Voilà, disons qu'ils ne sont pas matériels. Peut-être que dans les dernières versions, ah vous m'excuserez, c'est à l'envers là pour le coup, mais dans les dernières versions de la civilisation astrale, peut-être que certains êtres commençaient à se densifier, c'est possible. Possible. Excusez-moi, j'ai une saleté dans l'œil en plus de ça. Voilà. Donc on va passer à la deuxième civilisation, la civilisation hyperboréenne. La civilisation hyperboréenne qui est donc apparue dès la deuxième civilisation astrale. D'accord? Et là, c'était le début de la densification finalement. D'accord? La civilisation hyperboréenne est apparue à la deuxième civilisation astrale. Toc. Voilà. Dans l'échelle de temps de nos origines. Donc les hyperboréens étaient mis en tout cas au début, hein, dans les 3-4 premières civilisations, ils étaient mi-éthériques, mi-physiques, c'est-à-dire qu'ils commençaient à se densifier, mais ils n'étaient pas complètement denses. D'accord? Le monde est terraformé à cette époque-là, hein, les élémentaux de la civilisation astrale ont fait leur boulot, donc le monde est terraformé. Il y a un continent unique. Voilà, genre un truc comme ça par exemple. Un continent unique, un seul. Que les historiens vont appeler la Pangée. On peut l'appeler l'Hyperborée, pourquoi pas. Après tout. On a le droit d'appeler ça comme on veut, merde alors. Fait chier. Bon, donc, continent unique, l'Hyperborée,
à l'époque. Hein. La civilisation donc qui commence à travailler un petit peu sur l'aspect physique de l'humain, commence à travailler un petit peu oui, l'aspect physique de l'humain, c'est-à-dire les bras, les jambes, etc. Les doigts, les pieds. Et puis alors, elle se reproduisait comment cette civilisation? C'était pas comme nous maintenant, hein, genre un coït entre un homme et une femme, ou chez les espèces animales entre un mâle et une femelle. C'était pas ça. Elle se reproduisait un petit peu comme les végétaux, en bourgeonnant. En bourgeonnant, c'est-à-dire que, par exemple, sur votre jambe, là, pof, d'un seul coup, il y a un bourgeon qui poussait et paf, ça se détachait. Et ça donnait un autre hyperboréen. Un petit peu comme, vous voyez, une cellule humaine. Une cellule humaine, au début, elle est comme ça. Vous voyez. Puis après, elle devient comme ça. Hein, d'accord. Ok. Puis elle va se séparer. Et puis chaque cellule après vont en faire deux, tu vois, une autre là, toc, toc, vous voyez, toc, toc, voyez, etc., etc. Puis on va arriver à un truc genre framboise quoi, voilà, un amas. Puis après, vous voyez donc c'est de cette manière-là finalement que les hyperboréens se développaient. Et puis il va apparaître après donc là le bras. La jambe, un autre bras, une autre jambe, puis la tête, hop, etc. Et puis la petite zigounette, ben oui, pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Hein. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que ça se reproduisait un hyperboréen, par bourgeonnement. C'est-à-dire que vous aviez un être. Voilà. Et puis que, oh ben on dirait une étoile de mer même. Voilà. Donc. Puis bah, d'un seul coup, hop, petit bourgeon là. Puis ce petit bourgeon, il fout le camp. Hein, ce truc là, il fout le camp. Hop, et puis hop, ça va donner un autre petit. Va te coucher Mozart s'il te plaît. Et puis ça va donner donc un autre petit bonhomme. Voilà. Voilà. Puis un autre. Etc. etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est voilà, les hyperboréens, reproduction par bourgeonnement, ils sont bisexuels et hermaphrodites. Hein, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça peut être un mâle ou femelle. Ils décident, ils peuvent être mâles ou femelles, c'est eux qui décident, c'est un peu comme les escargots, c'est un peu comme tous les mollusques chez nous. Hein, et puis certaines autres créatures. Donc voilà, c'est le début finalement. Ils peuvent décider s'ils ont envie d'être mâle ou femelle. C'est le début de la différenciation des sexes finalement, des deux sexes. Hein. Chez la civilisation astrale, il n'y avait pas de sexe du tout. Vous étiez mâle et femelle, donc vous étiez masculin et féminin sacré en même temps. Mais là, différenciation, donc voilà. Ils peuvent décider de choisir s'ils ont envie d'être une femelle ou un mâle. Alors certains des hyperboréens, ça c'est un truc hallucinant apparemment, d'après les écrits d'Elena Blavatsky, certains hyperboréens étaient ovipares. Ah oui, ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondaient des œufs, puis l'humain sortait de l'œuf. L'humain hyperboréen, bien entendu. Et puis d'autres hyperboréens étaient tellement fragiles qu'ils avaient des os qui étaient souples en fait. Voilà. Ils étaient si souples qu'ils pouvaient s'allonger, se rétracter, etc. Donc voilà un petit peu, on ne sait pas grand chose sur les hyperboréens. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez, les trois premières civilisations hyperboréennes ont vécu en parallèle. Ah, j'ai fait une faute là, c'est pas lémurien, c'est astral. Astral ici. Donc voilà, certains ont vécu en même temps que certaines civilisations hyperboréennes ont vécu en même temps que les éthériques. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous imaginez une Terre en terraformation, donc
il y a une atmosphère un peu chelou, il y a des volcans, il y a de la roche, il y a pas de végétation, pas trop. Mais il y a des créatures de forme énergétique, des bleus, des jaunes, des rouges, des vertes, des lueurs, quoi, qui vivent en même temps que nos premiers humains géants, mais très très géants, hein, je veux dire, genre pouvant aller jusqu'à 30-40 mètres, hein, sans problème. Des humains géants. Euh, voilà, donc faut bien remettre les trucs dans le contexte. Et puis après, bah, donc, les civilisations suivantes, hyperboréennes, hein, la civilisation 3, la 4, la 5, la 6, la 7, eux, ils ont vécu en même temps finalement que la chaîne suivante, hein, la civilisation suivante, lumérienne. Putain, lémurienne. Donc, la civilisation 3, hyperboréenne, a engendré la civilisation lémurienne. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Hein. Alors, la Lémurie. Comment était la Lémurie? J'ai fait il y a des cartes. Il y a des cartes. Comment était? Pareil, hein, c'est toujours sur sur des témoignages, de témoignages. Donc, plus on fait de témoignages finalement, plus la précision est un peu douteuse, mais possible. D'accord? Donc, les cartes. Ce qui est important de préciser, c'est que dans l'ouvrage La doctrine secrète de Helena Blavatsky, il est fait mention d'un point d'origine de la civilisation humaine, un point d'origine qu'on appelle le mont Meru, d'accord, donc l'origine de la vie 3D au mont Meru, qui serait situé, genre à présent, maintenant, hein, de nos jours, dans le désert de Gobi. Sauf que le désert de Gobi, ça a d'abord été la mer de Gobi. Et c'est devenu le désert de Gobi, donc entre la Chine, la Mongolie et le Tibet. Tiens donc, Mongolie, Chine, Tibet. Donc ce serait ça le centre spirituel du monde, le mont Meru. Alors il faut faire attention que le mont Meru, faut pas qu'il pète parce que le Meru pète. Hein. Petite pointe d'humour parce que c'est un peu lourd comme information tout ça. le Meru pète. Oui. C'est comme le poisson, hein, le Meru. C'est un gros poisson énorme, hein, un poisson de mer. Il faut savoir que la peau de Mérouston. Mais parfois, quand la peau de Mérouston, la peau de Meru pète. Bon, allez, c'est grave. Voilà, donc il y aurait un Manu au cœur du mont Meru, enfin en dessous du mont Meru, dans la terre intérieure, dans la terre creuse, il y aurait un Manu, donc un faux dieu, au niveau de Shambhala, hein, parce que Shambhala serait en dessous du mont Meru, la fameuse Shambhala. Et donc moi je me pose la question, est-ce que ce serait pas ce fameux Lucifer, ce fameux Enki, Lucifer, Osiris, qui serait à Shambhala, sous terre, sous le mont Meru. Voilà, bon, vous savez, hein, c'est celui qui a été banni, hein, l'ange déchu, qui a été banni par les autres là-haut, les autres Anunnaki. Bon, bref. Donc voilà, nous sommes rendus aux Lémuriens. À quoi ressemblait la Lémurie à l'époque de tout ça? À quoi ça ressemblait? Ah oui, d'accord. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est une carte et plusieurs autres cartes que vous pouvez trouver dans un ouvrage. Hein. Vous verrez que voilà, ça a du sens dans un ouvrage dans les ouvrages de William Scott Elliott. Hein. Si vous avez le temps de chercher, j'ai du mal. Cherchez ça sur internet. William Scott Elliott. Donc voilà à quoi ressemblait la Lémurie. Donc je rappelle quand même, hein, la Lémurie, voilà, c'était environ 100 millions d'années, hein, de 100 à 50 millions, enfin de 50 pardon, à 100 millions d'années en arrière. De 50 à 100 millions d'années en arrière. Hein. Donc
tout ce qui est en rouge, vous voyez ici en blanc, hein, on pourrait ne pas le mettre, hein, mais c'est notre monde actuel. Sur planisphère, bien entendu. Hein. On sait bien que il faut le tourner, que le pôle Nord est au centre. Bon, donc voilà. Tout ce qui est rouge, c'était ça, la Lémurie. Voilà à quoi ressemblait. Alors, il y a eu des études topographiques, il y a eu des études de témoignages, des études d'écrits, voilà, des études géologiques, de strates, etc., qui ont permis l'élaboration de cette carte et des suivantes que je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ressemblait la Lémurie, tout ce qui est en rouge. On voit ici apparaître une zone qui deviendra plus tard Atlantis, hein, la capitale, entre guillemets, de l'Atlantide, qu'on va appeler aussi Poséidonis à un moment donné. Hein. Bon. On dit la capitale, mais en fait c'est carrément un gros morceau de terre. C'est comme si que finalement la France était la capitale du monde actuel. Et je dis pas ça au hasard. Donc voilà à quoi ressemblait la Lémurie. Voilà. Alors, les Lémuriens de la troisième, on va parler donc alors, la première civilisation lémurienne, la C1. Ils avaient une tête ovoïde et un œil unique. Donc je vous ai balancé des photos récemment de lémuriens, d'accord, des géants avec un œil au milieu, donc des cyclopes finalement, avec une tête ovoïde. Tiens, ça rappelle certains écrits, certaines photos qu'on peut voir avec une tête allongée. Bon. Et puis pareil, ben, ils se reproduisaient de manière la même manière que les hyperboréens, avec des bourgeons. Hein, ça bourgeonnait à l'époque, ça bourgeonnait beaucoup, surtout chez les ados. Bon bref, conneries. Donc oui voilà, ils se reproduisaient de la même manière, en bourgeonnant. Ah oui, ça peut paraître surprenant hein, que ce soit des humains, mais oui, mais c'est comme ça. La civilisation 2, la deuxième civilisation lémurienne, était totalement physique. Ça y est, c'est fini. On parlait plus de l'aspect éthérique des entités humaines. Donc, totalement physique 3D. Ok. Ils étaient ovipares, hermaphrodites. Ovipares, hermaphrodites. Voilà. Donc, c'est eux qui pondaient des œufs et qui, du coup, laissaient échapper des humains de leurs œufs. Voilà. Et qui étaient hermaphrodites, c'est-à-dire tantôt mâle, tantôt femelle. D'accord. La civilisation 3 lémurienne, une civilisation immense, taille immense, très très grande, avec deux autres yeux qui commencent à apparaître. Donc, imaginez la gueule, vous avez un gros œil unique au milieu du front, et puis deux petits yeux qui apparaissent à côté, genre un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez. Et puis ils avaient le museau un peu renfoncé à l'intérieur, et puis la babine du bas, là, le menton qui ressortait. Donc un gros œil, deux petits yeux, un semblant de nez, et puis hop, la face qui rentre un petit peu, et puis le menton qui ressort. Donc vue de face, vue de profil, voilà à quoi ressemblait un petit peu la troisième civilisation lémurienne, donc ovipare. Et par contre, les petits marchaient aussitôt, un petit peu comme les animaux de notre civilisation. Les animaux, ils font leurs petits et les petits marchent aussitôt. Et ben, les lémuriens de cette troisième civilisation, c'était le cas. Les cyclopes. Des cyclopes avec deux gros yeux, un gros œil et deux petits yeux. À noter que le troisième œil finalement de ces cyclopes, donc, de cette troisième civilisation lémurienne, servait finalement à voir les choses invisibles, à ressentir les choses, à être connecté avec leur soi supérieur, avec leur moi supérieur, leur soi. Voilà. Donc cet œil, ce gros œil au milieu là, de leur front va disparaître petit à petit. Puis finalement, c'est ce qu'on a maintenant comme vestige, qu'on appelle le troisième œil, hein, la glande pinéale, à l'intérieur du crâne. D'accord. Donc voilà. Donc disparition de cet œil favorisant l'utilisation des deux autres. Pour une vue certes meilleure,
mais d'un monde physique, bien entendu, alors que le premier œil servait plutôt à une vision meilleure d'un monde éthérique. Voilà, alors, quatrième civilisation humaine, bon, toujours des cyclopes ovipares, mais les enfants marchent de plus en plus tard par contre. Hein. Les enfants marchent de plus en plus tard. Détermination par contre du sexe beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'on sait de plus en plus vite si c'est un mâle ou une femelle. On le détermine beaucoup plus rapidement. Et puis donc voilà, c'est le début de la séparation du féminin et du masculin. Donc vous voyez, ça suit finalement une logique, hein. Ça suit une évolution logique. Ce sont des géants à peau rouge apparemment. C'était des géants à peau rouge et dorée. Donc imaginez des géants de une vingtaine de mètres de haut quand même. Une vingtaine voire 30 mètres de haut. Rouge et doré, enfin avec une peau rouge et dorée. Un gros œil au milieu du front et deux yeux sur les côtés. Bon. Et puis c'est le début début des constructions également. Début des constructions, c'est bon, des constructions archaïques bien entendu, hein, genre des murs, hein, on commence à mettre des pierres les unes sur les autres. Et puis c'est le début des donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a le début de la pyramide, commencement de la pyramide finalement, début des chefs, hein, des cyclopes en chef qui donnent des ordres aux autres cyclopes par exemple. Hein, voilà. Voilà où on en est. Donc ça c'est la civilisation 4, lémurienne, c'est-à-dire celle finalement qui va venir donner les Atlantes. C'est celle qui va venir donner les Atlantes, qui va engendrer les Atlantes. Bon, parce que les autres là-haut ont estimé que cette civilisation lémurienne était bien assez évoluée pour commencer à évoluer d'une autre manière. Voilà. Et puis on a continué à faire évoluer, bien entendu, parallèlement aux Atlantes, on a continué à faire évoluer les Lémuriens, avec les civilisations 5, 6 et 7. Alors la cinquième civilisation lémurienne, elle, c'était le début des montures, on commençait à monter des animaux de l'époque. Bon, je pense que les animaux de l'époque devaient être grands quand même, hein, parce que les lémuriens faisaient quand même dans les 20-30 mètres. Donc les animaux de l'époque devaient être grands aussi, c'est pour ça. Est-ce que c'était des dinosaures? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas trop. Hein. Mais bon, le Manu, le faux dieu qui s'occupait finalement des animaux, hein, de la vie animale, a dû travailler de concert avec celui qui a créé la vie humaine. Je ne retrouve pas le schéma, mais bon, c'était mon schéma de début. Voilà. La sixième... ah oui, alors début des montures, mais aussi de l'habillage, hein, avec du cuir d'animal. Et puis les bras et les jambes étaient longs. Donc imaginez, vous voyez votre bras, vous pouvez le rallonger de moitié plus. C'est-à-dire que au lieu de faire à peu près 1 mètre, il devait faire 1,50 m le bras. À l'échelle du cyclope, bon, admettons qu'il avait des bras de, je sais pas moi, un humain qui fait 2 mètres, il a un bras qui fait à peu près 1 mètre. Donc disons qu'il avait des bras de 7 à 10 mètres, le cyclope, et cette espèce-là, la cinquième espèce lémurienne, avait des bras qui pouvaient aller ouais, peut-être 10-12 mètres. Je sais pas, hein, ça c'est moi qui l'extrapole. Hein. Donc voilà. Et puis par contre, il se nourrissait de chair crue. Voilà. Apparemment, il se nourrissait de chair crue. Ils ne faisaient pas cuire leurs aliments, contrairement aux civilisations d'après. La sixième civilisation atlante, elle, elle était gigantesque, toujours, avec une tête ovoïde, mais alors elle n'était pas rouge et dorée, elle était bleue. Voilà, c'était une espèce qui avait une peau plutôt bleutée. Hein, de couleur bleu-gris. Voilà. La septième civilisation lémurienne, je vous ai envoyé des photos sur Facebook. C'était en gros les Moai, vous voyez, les Moai de l'île de Pâques. En gros, ils avaient cette allure-là. Ils faisaient dans les 20 mètres de haut, à peu près 15-20 mètres de haut. Ils commencent à réduire, 15-20 mètres de haut quand même. Avec une tête, vous voyez, un peu carrée, un grand nez, un menton carré. Voilà, type Moai de l'île de Pâques, donc qui commence à ressembler à l'humain de maintenant en fait, finalement, hein, 2 yeux, un nez, une bouche, un gros menton, voilà. Et puis il commençait il commençait à créer de l'architecture un peu plus
Je perds mes mots aujourd'hui, excusez-moi, un peu plus évolué donc que les premiers lémuriens. D'accord. Donc voilà. Voilà pour ce qui est finalement de la civilisation lémurienne. Voilà. Donc à l'époque, il y avait un décalage des pôles magnétiques à l'époque de la Lémurie. Donc je vous remonte vite fait la carte de la Lémurie, si j'arrive à la retrouver. Voilà, donc ça c'est la carte de la Lémurie au début, hein, voyez. Donc je dirais début de ces civilisations lémuriennes, hein, par là, là. Et puis ça a évolué, il y a eu des cataclysmes, hein, il y a eu un décalage des pôles magnétiques, il y a eu des glaciations intenses, provoquant la disparition progressive des civilisations astrales et hyperboréennes. Hein. C'est quand même, voilà, il y a eu des déluges, voilà, je vous parlais en début de vidéo qu'il y a eu plusieurs déluges, bon. Ces civilisations-là, là, astrales et les hyperboréennes, ont commencé à disparaître à cause de ce genre de cataclysme, hein, de décalage des pôles magnétiques, comme il se passe maintenant, actuellement, hein, ne pas oublier. Des glaciations intenses, comme il y a maintenant également, provoquant donc la disparition de ces deux civilisations. C'était vers moins 50, moins 35, moins 50 millions d'années. Début également de rapetissage des humains et des animaux. Bon, et qui reste quand même des géants, hein, ça reste quand même de l'ordre de 15 mètres de haut, hein, 10 à 15 mètres de haut. Et puis, voilà, quoi. Donc, tout début de la civilisation lémurienne, on avait voilà, cette configuration-là. Et puis, bah, il y a eu tous ces cataclysmes de déluge, de changement de pôle magnétique, enfin, de décalage des pôles magnétiques, de glaciation. Et puis, on est. Alors, excusez-moi, elle est restée bloquée dans l'imprimante. Et donc, vous voyez l'évolution. Voilà, entre les deux cartes, donc des terres qui étaient, vous voyez, au début, comment dire, qui étaient là, ont commencé, qui étaient toutes petites là, ont commencé finalement à émerger après, vous voyez, hein. Là c'était tout petit, ça a commencé à émerger. Là, il y a eu des modifications tectoniques importantes, vous voyez, ça a complètement craqué, ça a complètement évolué. Puis bah, par contre, l'aspect de cette partie-là de la Lumérie est resté à peu près la même, vous voyez. Mais des parties se sont englouties, d'autres ont surgi, etc. Des parties qui étaient petites ont grossi ou ont diminué, vous voyez, là, voilà. Bon, là, voilà, vous voyez, ça c'était gros, bon, mais c'est devenu petit parce que ça a été du coup englouti sous l'eau, etc. Hein. Donc voilà à peu près. Ça c'était la Lémurie. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie. Je m'excuse parce que bah, j'ai des choses à faire ce soir, donc je vais arrêter la vidéo là pour ce soir, mais demain je reprends. Et vous allez voir, enfin demain ou après-demain, plutôt après-demain, je pense que ça sera plutôt lundi. J'aurai plus le temps, je vais reprendre cette vidéo là où je la laisse ce soir, à savoir l'arrivée des Atlantes à partir de la 4e civilisation lémurienne. D'accord ? Donc les Atlantes, il y a donc à peu près entre moins 65 000 ans et moins 50 millions d'années. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, et puis bien entendu avec l'évolution de la carte, encore une fois. Hein, voilà, donc l'Atlantide. Bon, on verra ça demain. Voilà. Pas demain, mais plutôt lundi. Voilà. Parce que parallèlement, je fais du théâtre. Et oui, ben oui, ça fait la 2e année que je fais du théâtre. Et donc, ce soir, j'ai une représentation. Demain, tantôt, j'en ai une 2e. Donc, vous imaginez bien que je ne peux pas continuer cette vidéo qui est vraisemblablement plus longue que les autres. Et demain, lundi, on attaquera donc la partie Atlante qui est grosse, qui est importante. Mais déjà, vous voyez donc un petit peu les origines de l'humanité, de comment c'est apparu. Ça n'a rien à voir avec le darwinisme, ça n'a rien à voir avec le lézard qui devient un singe, qui devient un homme, l'homme qui descend de l'arbre. Non, ça n'a strictement rien à voir. Il y a eu une intervention extérieure, bien entendu,
qui est venu implanter l'ADN humain sur ce monde et qui l'avait très certainement fait auparavant sur les mondes à côté. Voilà en gros le résumé de cette vidéo, d'accord. Les Manous, comme c'est écrit dans la doctrine théosophique de Helena Blavatsky, les faux dieux, les Anunnaki et autres, hein, il n'y a pas forcément que les Anunnaki, qui sont donc venus terraformer, enfin qui sont venus, sont venus, oui, terraformer ce monde-là pour finalement récolter les richesses ultérieurement, hein, après chaque déluge, après chaque fin de civilisation, on vient récolter les richesses que cette civilisation a récupérées pour eux. Voilà, et tout rejoint finalement les vidéos que j'ai fait précédemment. Je vous salue, hein, je suis désolé, c'est un peu rapide cette fin de vidéo, mais voilà, bon, les civilisations astrales, hyperboréennes et lémuriennes ne sont pas les plus connues parce que évidemment ça remonte à très loin et donc les témoignages et les écrits sont un peu plus restreints. Mais vous voyez quand même l'évolution. L'humain diminue de plus en plus en taille, mais grandit de plus en plus en savoir-faire, en intelligence, en technologie. Par contre, perd de plus en plus sa vision éthérique, mais agrandit sa vision et son aspect physique 3D. Bon, c'est un cycle, hein. On diminue, et puis après, à la fin, on reviendra, et puis on recommencera, et ceci et cela, sur d'autres mondes. Bon. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo sur les origines de l'humanité. Ah, ciao les amis.